Vénus était très probablement couverte d'océans d'une profondeur de 10 à 300 mètres. De plus, une certaine quantité d'eau était prisonnière du sol de la planète. Celle-ci avait des températures stables de 20 à 50 degrés Celsius, qui étaient donc assez tolérables et pas si différentes des températures actuelles sur Terre. Bref, pendant 3 milliards d'années, jusqu'à ce que quelque chose d'irrévocable se produise il y a 700 millions d'années, Vénus aurait pu être habitable. Mais aujourd'hui, elle ne l'est plus. La Lune est le deuxième objet le plus lumineux de notre ciel. Pourtant, parmi les autres corps astronomiques, c'est l'un des plus sombres et des moins réfléchissants. Mais notre satellite naturel semble brillant parce qu'il est très proche de nous. De la même façon, notre planète semble beaucoup plus lumineuse lorsque tu la regardes depuis l'espace. C'est parce que les nuages, la glace et la neige réfléchissent beaucoup plus de lumière que la plupart des roches. Triton, la lune de Neptune, a toute sa surface recouverte de plusieurs couches de glace. Si ce satellite remplaçait notre lune actuelle, le ciel nocturne deviendrait 7 fois plus lumineux. Les étoiles à neutrons font partie des objets les plus petits et les plus massifs de l'espace. Elles ont généralement un diamètre d'environ 18 km, mais sont plusieurs fois plus lourdes que le Soleil. Et elles tournent sur elles-mêmes environ 600 fois par seconde, bien plus vite qu'un patineur artistique professionnel. Saturne est la planète la moins dense du système solaire. Elle a une densité équivalente à 1/8 de celle de la Terre. Et pourtant, à cause de son immense volume, la planète est 95 fois plus massive que la Terre. Le phénomène lunaire transitoire est l'une des choses les plus énigmatiques qui se produisent sur la Lune. Il s'agit d'un changement éphémère de lumière, de couleur ou autre, à la surface du satellite. Le plus souvent, il s'agit de flashs lumineux aléatoires. Les astronomes observent ce phénomène depuis les années 1950. Ils ont remarqué que les flashs se produisaient de façon imprévisible. Parfois, ils peuvent se produire plusieurs fois par semaine. Ensuite, ils disparaissent pendant plusieurs mois. Certains d'entre eux ne durent pas plus de quelques minutes, mais certains ont duré plusieurs heures. En 1969, un jour avant qu'Apollo 11 ne se pose sur la Lune, l'un des membres de la mission a remarqué qu'une partie de la surface lunaire était plus éclairée que le paysage environnant. On aurait dit que cette zone avait une sorte de fluorescence. Malheureusement, on ne sait toujours pas si ce phénomène était lié au mystérieux flash lunaire. Les déchets ne sont pas seulement un problème dans les océans, les villes et les forêts de la Terre. Il existe ce que l'on appelle les déchets spatiaux, c'est-à-dire tout objet fabriqué par l'homme qui a été laissé dans l'espace et qui ne sert plus à rien. Il y a aussi des débris naturels provenant de météorites et d'autres objets cosmiques. Il y a actuellement plus de 500 000 débris spatiaux en orbite autour de la Terre, à des vitesses suffisamment élevées pour causer des dommages importants s'ils entrent en collision avec un vaisseau spatial ou un satellite. La NASA fait de son mieux pour suivre chaque objet afin de s'assurer que les missions hors de la Terre puissent atteindre leur destination en toute sécurité. Notre Soleil est incroyablement massif. Pour preuve, 99,86% de toute la masse du système solaire consiste en la masse du Soleil, en particulier l'hydrogène et l'hélium dont il est composé. Les 0,14% restants sont principalement la masse des 8 planètes du système solaire. L'atmosphère du Soleil est plus chaude que sa surface. La température de la surface atteint 5500 degrés Celsius, mais la haute atmosphère atteint des millions de degrés. Si l'on pouvait creuser un tunnel directement au centre de la planète et ressortir par le côté opposé, et que tu étais assez aventureux pour sauter dedans, il te faudrait 42 minutes pour le traverser. Tu accélérerais au fur et à mesure de ta chute pour atteindre la vitesse maximale au moment où tu atteindrais le noyau de la Terre. Après la moitié du trajet, tu tomberais ensuite vers le haut, de plus en plus lentement. Au moment où tu atteindrais la surface opposée, ta vitesse serait de nouveau à 0. À moins que tu ne parviennes à t'extraire du trou, tu recommencerais immédiatement à tomber, pour redescendre, ou remonter, vers l'autre côté de la planète. Ce voyage durerait une éternité, et ce, à cause des effets bizarres de la gravité. Il pourrait y avoir plus de métaux, par exemple du titane ou du fer, dans les cratères lunaires, que ne le pensaient les astronomes. Le plus gros problème avec cette découverte ? Elle contredit la principale théorie sur la façon dont la Lune s'est formée. Cette théorie stipule que le satellite naturel de la Terre s'est détaché de notre planète après une collision avec un objet spatial massif. Mais alors, pourquoi la croûte terrestre, pauvre en métaux, contient-elle beaucoup moins d'oxyde de fer que celle de la Lune? Cela pourrait signifier que la Lune s'est formée à partir des matériaux se trouvant bien plus profondément à l'intérieur de notre planète. Ou bien ces métaux pourraient être apparus lorsque la surface lunaire, en fusion, se refroidissait lentement. Ou peut-être, comme on le dit depuis des siècles, qu'elle est faite de fromage.
La Terre pourrait avoir été violette avant de devenir bleue et verte. Un scientifique a une théorie selon laquelle une substance existait dans les anciens microbes avant que la chlorophylle, cette chose qui rend les plantes vertes, n'évolue sur Terre. Cette substance reflétait la lumière du soleil en rouge et en mauve, couleurs qui se combinaient pour donner du violet. Si c'est vrai, la jeune Terre a peut-être regorgé d'étranges plantes de couleur violette avant que toutes ces choses vertes n'apparaissent. La plus haute montagne du système solaire est Olympus Mons sur Mars. Elle est 3 fois plus haute que le mont Everest, le plus haut sommet de la Terre par rapport au niveau de la mer. Si tu te tenais au sommet d'Olympus Mons, tu ne comprendrais pas que tu te trouves sur une montagne. Ces pentes seraient cachées par la courbure de la planète. Les astronomes ont trouvé un énorme réservoir d'eau dans l'espace, le plus grand jamais détecté. Dommage que ce soit aussi le plus éloigné. Il est situé à 12 milliards d'années-lumière de nous. Ce nuage de vapeur d'eau contient 140 000 milliards de fois plus d'eau que tous les océans de la Terre réunis. Vénus tourne à son propre rythme, sans se presser. Une rotation complète prend 243 jours terrestres. Et il faut à la planète un peu moins de 225 jours terrestres pour faire le tour complet du Soleil. Cela signifie qu'un jour sur Vénus est plus long qu'une année. Il y a très peu d'activité sismique à l'intérieur de la Lune. Pourtant, des mini-séismes lunaires, causés par la force gravitationnelle de notre planète, se produisent parfois à plusieurs kilomètres sous la surface. Ensuite, de minuscules fissures et fractures apparaissent à la surface du satellite et des gaz s'en échappent. Mars est la dernière des 4 planètes intérieures, que l'on appelle aussi telluriques car elles sont composées de roches et de métaux. La planète rouge a un noyau composé principalement de fer, de nickel et de soufre. Il mesure entre 1500 et 1900 km de diamètre. Mais ce noyau ne bouge pas. C'est pourquoi Mars n'a pas de champ magnétique à l'échelle de la planète. Le faible champ magnétique qu'elle possède ne représente qu'1 centième de celui de la Terre. Lorsque les planètes du système solaire ont commencé à se former, la Terre n'a pas eu de lune pendant très longtemps. Il a fallu 100 millions d'années pour que notre satellite naturel apparaisse. Il existe plusieurs théories sur la façon dont la Lune est apparue, mais celle qui prévaut est la théorie de la fission. Elle affirme que la Lune s'est formée lorsqu'un objet est entré en collision avec la Terre, envoyant des particules dans tous les sens. La gravité a rassemblé les particules et la Lune a été créée. Elle a fini par se poser sur le plan de l'écliptique de la Terre, qui est la trajectoire actuelle de la Lune. Le plus grand être vivant sur Terre s'avère être un champignon dans l'Oregon. Cet énorme champignon Armillaria vit dans la forêt nationale de Malheur et couvre une superficie de 9,5 km². Il pourrait avoir jusqu'à 8500 ans. Mais on peut te pardonner de l'avoir manqué, car il est en grande partie caché sous terre. Lorsque les racines d'armillarier individuelles se rencontrent, elles peuvent fusionner pour devenir un seul champignon, ce qui explique comment celui-ci est devenu si grand. Si tu pouvais rassembler tous ces champignons en une seule grosse boule, elle pourrait peser jusqu'à 35 000 tonnes. C'est à peu près aussi lourd que 200 baleines grises. Le plus grand astéroïde du système solaire s'appelle Vesta, et il est si gros qu'on le qualifie parfois de planète naine. Un voyage vers la 2e étoile la plus proche de nous, après le Soleil, te prendrait 5 millions d'années en avion de ligne. C'est ce qu'on appelle un vol ultra long courrier. L'espace n'est pas censé être noir. Il y a des étoiles partout. Ne devrait-elle pas éclairer tout ce qui se trouve autour ? En réalité, on ne voit pas d'étoiles partout, car certaines d'entre elles n'existent pas depuis assez longtemps pour que leur lumière atteigne la Terre. Une journée sur Uranus dure 17 heures, 14 minutes et 24 secondes. Mais la planète a une inclinaison d'environ 98 degrés. Et cela fait qu'une saison sur la géante gazeuse dure 21 années terrestres. Certains scientifiques pensent que notre planète possédait autrefois un satellite supplémentaire. D'après leurs recherches, un corps céleste plus petit, d'environ 1100 km de large, tournait autour de la Terre comme une deuxième lune. Il s'est très probablement écrasé sur notre satellite principal par la suite. Une telle collision pourrait expliquer pourquoi les deux faces de la Lune ont l'air si différentes l'une de l'autre, l'une étant fortement cratérisée et rugueuse. Allez, on écoute bien. Vénus a plus de volcans que n'importe quelle planète du système solaire, plus de 1600. Et un jour sur Vénus, mesuré par le temps que la planète prend pour tourner une fois sur son axe, prend plus de temps qu'il n'en faut pour faire le tour du Soleil. Waouh! Et ça, ce n'est que lundi. Un effet de serre extrême réchauffe la surface de la planète jusqu'à 465 degrés Celsius.
suffisamment chaud pour faire fondre du plomb. Là-bas, les vents atteignent la vitesse de 720 km/h dans la couche médiane de nuages, soit plus vite que les tornades les plus rapides de notre planète. À la surface de Vénus, la pression est 90 fois plus élevée qu'au niveau de la mer sur Terre. Mais ça me paraît être un endroit génial pour passer des vacances reposantes, hein ? Et récemment, cet endroit incroyable est devenu encore plus intrigant. Dans l'atmosphère toxique de Vénus, il y a quelque chose qui pourrait révéler l'existence de la vie. Malheureusement, les scientifiques n'ont pas eu l'opportunité de récolter des spécimens de microbes ni de prendre des photos de la vie extraterrestre. Mais ils ont découvert un élément chimique appelé phosphine et ce n'est pas rien. Si ce n'est pas un élément chimique précédemment inconnu qui produit ce gaz, alors il doit y avoir une sorte de vie microbienne impliquée dans le processus. La phosphine est composée de 3 atomes d'hydrogène et d'1 atome de phosphore. Ce gaz est toxique pour n'importe quelle forme de vie qui nécessiterait de l'oxygène, dont nous autres, humains. Sur notre planète, la phosphine se trouve dans des endroits avec très peu, voire pas d'oxygène. Par exemple, les marais et les marécages. Ce gaz est créé par des mélanges complexes de bactéries qui vivent là. Il peut être aussi produit industriellement. Le plus étrange dans tout cela, c'est que la phosphine n'est pas supposée se trouver dans l'atmosphère de Vénus. Ce gaz a besoin d'une pression et d'une température précises, ainsi que de tonnes d'hydrogène pour se former. Il ne serait pas surprenant de le trouver sur Saturne ou Jupiter, les fameuses géantes gazeuses. Mais sur Vénus, totalement inattendu. Il n'est pas possible que la phosphine soit produite naturellement sur cette planète. De petites quantités peuvent être créées lors d'éruptions volcaniques, d'orages électriques, d'explosions de minéraux à la surface, ou lorsque des météorites entrent dans l'atmosphère de Vénus. Mais c'est loin d'être suffisant pour expliquer ce que les astronomes ont observé. Cela n'expliquerait en effet qu'un 10 millième de la phosphine observée au télescope. Mais reprenons depuis le début. En 2017, un groupe de scientifiques dirigé par Jane Greaves de l'université de Cardiff a commencé à utiliser le radiotélescope de James Clerk Maxwell à Hawaï. L'idée principale étant de chercher de la phosphine, un gaz qui serait un signe de vie sur Vénus. Au retour des données, les chercheurs les ont analysées et ils ont été choqués. La présence de phosphine était impressionnante. L'équipe a même regardé les résultats plusieurs fois. Elle voulait s'assurer qu'aucune autre substance n'imitait la présence du gaz de phosphine. Alors, est-ce que cela veut dire qu'il y a de la vie sur Vénus ? Pas nécessairement. Si ce gaz est créé par de mystérieux organismes, la question est de savoir comment ils survivent sur Vénus. Sur notre planète, des microbes peuvent prospérer dans l'environnement avec une acidité de 5%, mais pas plus. Sur Vénus, cependant, les nuages sont presque entièrement faits d'acide. Et même s'il y a une température plutôt agréable de 30 degrés Celsius, ces nuages contiennent plus de 90% d'acide sulfurique. L'ADN, les acides aminés, les protéines, les composants de la vie sur Terre seraient dissous en un clin d'œil. La surface de la planète est trop chaude pour qu'une molécule complexe n'aboutisse à la vie. L'atmosphère de Vénus est aussi 50 fois plus sèche que l'endroit le plus aride de notre planète. Il existe une théorie selon laquelle les microbes pourraient se cacher dans les rares gouttelettes d'eau qui flottent dans l'atmosphère. Mais cela n'a pas encore été prouvé. Aujourd'hui, l'équipe demande plus de temps d'observation à l'aide du télescope. Les scientifiques vont chercher d'autres gaz associés à la vie. Mais même s'ils trouvent plus de preuves, les formes de vie sur Vénus seraient faites de composants absolument différents de ceux qu'on trouve sur Terre, où ils pourraient être protégés par une coquille résistante à l'acide sulfurique. Elle peut être faite de substances telles que le soufre, la cire, le graphite ou de choses inimaginables. Bien sûr, certains experts se demandent si la vie est bien possible sur Vénus. Ils pensent que le gaz pourrait être produit lors de processus géologiques ou atmosphériques qui ont lieu sur la planète. Mais les partisans des deux théories s'accordent sur une chose, la découverte est extraordinaire. Curieusement, les astronomes ont toujours tenté de découvrir des signes de vie sur les lunes gelées des planètes géantes, voire même plus près, sur Mars. Mais ils n'ont jamais pensé à Vénus. Si les futures observations du télescope et les prochaines missions spatiales confirment que la phosphine est produite par des organismes vivants, nous aurons une excellente surprise. Alors on connaîtrait une planète avec une biosphère qui pourrait nous accueillir. Et cette planète serait tout près de la Terre. En parlant de visiter Vénus, néanmoins, serait-il possible pour l'homme d'atterrir sur cette planète ? Après tout, les robots atterrissent bien à la surface de Mars. Et Vénus est plus près de la Terre que Mars. Mais elle a aussi des conditions plus difficiles. La planète est plus chaude que Mercure, même si Vénus est presque 2 fois plus éloignée du Soleil.
Les températures sont plus chaudes que le point de fusion de n'importe quel métal, et certains, comme le plomb ou le bismuth, tombent un peu comme de la neige sur les pics des plus hautes montagnes. Si tu atterris sur cette planète, tu ne trouverais rien que de la roche stérile. Les plaines géantes de basalte regorgent de volcans et de montagnes. Dans certains endroits, la surface fond à cause de la chaleur qui se trouve dessous. Après en avoir relâché un peu, la roche se solidifie à nouveau. Si l'on se rend un jour sur cette planète, il faudra probablement construire une ville flottante dans les nuages de l'atmosphère de Vénus. À environ 50 km de la surface, les conditions, comme la pression et la gravité, sont similaires à celles de la Terre. La température est plutôt gérable aussi, environ 75 degrés Celsius. Il faut s'imaginer la vallée de la mort en Californie lors d'une journée très chaude. La pression atmosphérique est 2 fois moins importante que celle que nous avons au niveau de la mer chez nous. Si tu vas dehors, tu peux t'en sortir sans combinaison pressurisée. La pression que tu ressentirais serait la même qu'en haut du mont Kilimandjaro. De plus, cette colonie serait mieux protégée des rayons du soleil que sur Mars. Si l'atmosphère était la destination finale de la mission, faire atterrir un vaisseau spatial, ou plutôt le faire planer dans l'air, serait tout à fait différent. L'idée est d'utiliser un dirigeable dans la strate haute de l'atmosphère durant de longues périodes. Le dirigeable, enrobé d'une enveloppe protectrice, entrerait dans l'atmosphère de la planète à la vitesse de 7 km par seconde. En quelques 7 minutes, la vitesse retomberait à 0,45 km par seconde. Ensuite, un énorme parachute s'ouvrirait. Cela ralentirait encore plus le vaisseau. Et alors, les choses deviendraient encore plus trépidantes. L'enveloppe protectrice, dont on n'aurait plus besoin, disparaîtrait. Le ballon se gonflerait tout seul en poursuivant sa course vers la surface de la planète. Sa vitesse serait alors de 100 mètres par seconde. Bientôt, on n'aurait plus besoin de parachute. L'équipage s'en débarrasserait et le vaisseau se remplirait complètement d'air. Si tout se déroulait comme prévu, il s'arrêterait à 48 km au-dessus de la surface de Vénus. Ensuite, le dirigeable voyagerait autour de la planète. Il se déplacerait grâce au vent qui pourrait atteindre 350 km/h au-dessus de la strate supérieure des nuages. Si tu décidais de t'approcher de la surface, cependant, tu devrais être très précautionneux. Au milieu de la couche du nuage, le vent peut être 2 fois plus puissant. Le dirigeable pourrait se remplir d'un mélange respirable d'azote et d'oxygène. Cette combinaison serait moins dense que l'atmosphère de Vénus. Cela fournirait la flottabilité nécessaire au vaisseau. Tu sais, pour rester dans les airs. Vénus est connue pour ses nuages super denses. Ce sont eux qui la rendent si brillante et visible depuis la Terre. Vénus reflète plus de 75% de la lumière qui provient du Soleil. Cette couche de nuages réfléchissante existe grâce à la brume de gouttelettes d'acide sulfurique dans l'atmosphère. Et elle se rassemble exactement à la hauteur où le vaisseau flotterait. Heureusement, on sait déjà comment lutter contre l'acidité. Quelques matériaux, par exemple, le téflon et quelques types de plastique, ont une incroyable résistance à l'acide. Ils pourraient protéger l'extérieur du vaisseau. Alors, imaginons que tu aies besoin de travailler sur une plateforme à l'extérieur. Eh bien, tu serais capable de le faire en ne portant qu'une combinaison contre les produits chimiques et en apportant l'approvisionnement nécessaire en air. Waouh, ça a l'air amusant, non ? Ouais, moi non plus, je ne suis pas emballé. En 2020, les scientifiques ont étudié la surface de Vénus. Cette planète a une atmosphère similaire à celle de la Terre. C'est pourquoi elle est si intéressante. Au fil des recherches, on a découvert qu'il y avait de la phosphine dans les gaz environnants de cette planète. Cette substance présente des composés organiques phosphoreux avec une combinaison de carbone ou d'hydrogène. C'est une découverte importante car la phosphine toxine incolore peut avoir une origine biologique. Sur Vénus, l'activité volcanique récente pourrait être une raison de l'application de ce gaz. Mais il est aussi possible que des bactéries y vivent vraiment. Passons maintenant de Vénus à la Terre, aux îles Falkland précisément. De magnifiques manchots papous vivent ici. Les scientifiques ont prélevé des échantillons d'excréments des manchots pour les étudier. En laboratoire, ils ont analysé les déjections des papous et y ont trouvé de la phosphine. Cette découverte a choqué la communauté scientifique. Comment cette substance qui existe à 61 millions de kilomètres de nous s'est-elle retrouvée dans les manchots ? C'est difficile à imaginer. Mais si ces oiseaux inhabituels nous venaient directement de Vénus, s'ils lèvent si souvent la tête, c'est peut-être pour regarder leur lointaine maison dans le ciel étoilé. Les manchots font partie des rares oiseaux qui peuvent transformer l'eau salée en eau douce à l'intérieur de leur corps. Il y a des glandes uniques à côté de leurs yeux qui fonctionnent comme des puissants reins. Elles permettent aux manchots d'éliminer le sel de leur sang.
Alors peut-être que cette même glande pourrait les aider à survivre sur Vénus. Les manchots ne peuvent pas voler sur notre planète, mais l'atmosphère de Vénus est parfaite pour leur vol. Il est possible que des millions de manchots volent sur Vénus en ce moment même. Nous ne pouvons simplement pas les voir à cause des gaz qui recouvrent la planète. Bien sûr, il est peu probable que cette théorie trouve une confirmation. Les manchots seraient difficilement capables de survivre dans l'atmosphère de Vénus, qui est composée à 96% de dioxyde de carbone. Il y a aussi une petite quantité de nuages d'acide sulfurique sur cette planète, mais les scientifiques ne savent toujours pas comment le corps de ces oiseaux peut produire de la phosphine. Ils prévoient de mener une étude approfondie et d'observer le comportement des manchots papous. Ils doivent savoir ce que les oiseaux mangent, quel genre de mode de vie ils mènent, et bien plus encore. Les manchots ne peuvent pas voler sur notre planète, mais l'atmosphère de Vénus est parfaite pour leur vol. Après ces recherches, les scientifiques espèrent que la phosphine des manchots aidera à identifier de nombreux organismes différents vivant sur d'autres planètes. Il est possible qu'à l'intérieur des manchots, certaines bactéries anaérobiques produisent de la phosphine pour combattre d'autres microbes concurrents. On peut aussi trouver des traces de phosphine dans le limon des étangs sur notre planète. Dans un avenir proche, les scientifiques vont envoyer plusieurs sondes sur Vénus pour explorer l'atmosphère de la planète et trouver la source de cette phosphine. Il y a un autre animal qui pourrait bien venir d'une autre planète. Celui-ci vit dans les mers et les océans. En 2018, un article scientifique a été publié dans lequel un groupe de chercheurs a déclaré que les pieuvres n'étaient pas nées sur Terre et ils les ont qualifiées de créatures de l'espace. Il y a d'ailleurs plusieurs raisons de le penser. Selon l'une des hypothèses, des virus venus d'autres mondes sont tombés dans l'océan de la Terre et ont infecté les calmars et les crustacés. L'infection les a forcés à évoluer en pieuvres. Une autre théorie dit que les œufs de pieuvre ont été apportés sur notre planète par une météorite. Toutes ces versions sont apparues en raison du caractère unique de la pieuvre. Ces créatures marines sont étroitement liées aux escargots, aux mollusques et aux calmars, mais les pieuvres sont beaucoup plus intelligentes. Ce sont les invertébrés les plus intelligents de la planète. Leurs capacités intellectuelles sont également supérieures à celles de nombreux mammifères, et même à celles de certains mecs avec qui j'étais en classe. Ils ont l'un des systèmes nerveux les plus complexes de tous les organismes vivants. Les pieuvres ont un cerveau central dans leur corps et leurs tentacules sont dotés d'une connexion neuronale qui leur permet de penser séparément de l'esprit central. Leur vision est développée de telle manière que leurs yeux peuvent être comparés à l'objectif d'une caméra vidéo de pointe. Elles peuvent changer de couleur et de forme, se camoufler grâce à une combinaison de pigments de couleurs, de nerfs et de muscles. Mais le plus impressionnant, c'est leur intelligence. Elles peuvent se détendre et ne rien faire, être paresseuses et s'amuser. Aucune autre créature sur la planète n'a une apparence et un comportement aussi inhabituels. Mais la principale raison de les considérer comme des extraterrestres venus de l'espace est leur histoire évolutive. Pour tout animal vivant, on peut tracer les étapes de son évolution. Par exemple, les éléphants et les mammouths descendent d'un ancêtre commun de la famille des éléphants, qui s'est éteint il y a 5 à 6 millions d'années. Si tu remontes encore plus loin dans le passé, tu vois que presque tous les mammifères descendent de reptiles semblables à ces animaux. Presque chaque animal descend d'une branche de l'évolution qui a fait de lui ce qu'il est aujourd'hui. Chaque espèce évolue sur des millions d'années. Mais les pieuvres n'ont pas une telle branche. Elles sont soudainement apparues sur l'arbre généalogique. Du point de vue de l'évolution, les calmars auraient dû évoluer en pieuvres pendant des millions d'années. Mais les scientifiques ne parviennent pas à retracer l'évolution des pieuvres avec leur intelligence, leurs tentacules et leur capacité à se camoufler. Le génome de la pieuvre ne ressemble à aucun autre génome de la planète. Si l'origine extra-atmosphérique des pieuvres s'avère réelle, cela pourrait confirmer une théorie opposée à l'évolution de Darwin. Selon cette théorie, les organismes vivants ou leurs embryons ont été amenés sur Terre depuis l'extérieur sur des météorites. Mais pour l'instant, il n'y a aucune preuve pour soutenir cette théorie. Certains scientifiques pensent que les pieuvres se sont séparées de la lignée des calmars il y a environ 135 millions d'années. Mais cette théorie n'a pas été étayée non plus. Néanmoins, si les pieuvres nous sont arrivées de l'espace, comment est-il possible que des organismes vivants aient survécu à un voyage interstellaire ? En fait, ce n'est pas impossible. Il existe des créatures sur Terre qui peuvent survivre dans l'espace. Il s'agit des tardigrades ou oursons d'eau. Ce sont des invertébrés microscopiques à 8 pattes proches des arthropodes. Il te faut un microscope pour les distinguer. Mais même un microscope basique te permettra de les voir en détail. De l'extérieur, ils ressemblent un peu à des ours. On les surnomme oursons d'eau car ils ont une fine couche d'eau autour du corps pour éviter la déshydratation. Ces créatures ont été trouvées dans toutes sortes d'environnements, des profondeurs de l'océan aux chaudes dunes de sable. Ils sont incroyablement tenaces grâce à leur structure unique. Ils ont l'air mous, mais leur corps est recouvert d'une cuticule dure. Ce revêtement ressemble à l'exosquelette des sauterelles, des mantes et de nombreux autres insectes. Les oursons d'eau se débarrassent de l'ancienne couche de cuticule pour grandir.
Chacune de leurs 8 pattes possède 4 à 6 griffes, ce qui les aide à s'accrocher à n'importe quelle surface. Les tardigrades ont réussi à survivre à une température de moins 200 degrés. C'est presque 3 fois plus froid que la température de l'Antarctique. Les conditions chaudes ne sont pas non plus un problème pour eux. Ils ont survécu à une température de 148 degrés. Cela signifie qu'ils peuvent survivre dans l'eau bouillante. Les oursons d'eau n'ont pas non plus peur des radiations ou des hautes pressions. Dans les profondeurs de l'océan, la pression peut déduire les alliages de métaux les plus robustes. L'ourson d'eau, quant à lui, peut résister à une pression 6 fois plus élevée. Mais le plus étonnant, c'est qu'ils peuvent survivre dans le vide de l'espace. Notre planète a un champ magnétique, c'est-à-dire un bouclier qui nous protège du rayonnement solaire. Les tardigrades ne se soucient pas de ces radiations. Ils peuvent aller en orbite terrestre basse et revenir indemnes. La force de leur organisme est assurée par une protéine qui protège leur ADN des rayonnements ionisants. Les tardigrades peuvent aussi tomber dans un état de cryptobiose. Si les conditions environnantes engendrent le gel, le dessèchement, le manque d'oxygène ou une surabondance de sel, le tardigrade rentre sa tête et ses jambes à l'intérieur de son corps et s'endort. Il peut rester sous la forme d'un tonneau immobile jusqu'à ce que les conditions qui l'entourent s'améliorent. L'état de cryptobiose lui permet de survivre sans eau ni nourriture pendant des décennies. En 2016, des scientifiques ont réussi à faire revivre 2 tardigrades qui dormaient depuis plus de 30 ans. Ces créatures ont survécu à 5 catastrophes naturelles mondiales. Elles sont apparues il y a environ 5 milliards d'années et il est possible qu'elles vivent encore autant de temps. Elles ne craignent aucune apocalypse. Des astéroïdes frappent notre planète, une supernova explose à proximité et ses radiations éclaboussent la Terre, une tempête de chaleur ou de glace mondiale se déclenche. Les humains et la plupart des créatures vivantes ne survivront peut-être pas à ces événements, mais les oursons d'eau, eux, le pourront.